On a organisé notre exposé en deux parties. Moi, je vais prendre en charge la description de, déjà, vous expliquer un petit peu ce que c'est l'océan, en quelques mots, comment il joue un rôle sur le climat, et une sorte d'état des lieux aujourd'hui de ce que l'on a compris sur, on peut le dire, la dégradation de l'océan et comment il est impacté par le changement climatique aujourd'hui. Puis Laurent, il parlera du futur. Et si au moment des questions, il y a un débat sur les solutions, c'est ce qu'on nous a demandé en tout cas, les solutions par rapport au changement climatique. On a aussi prévu une partie là-dessus, mais plus interactive. Voilà, donc ça c'est le menu. J'ai failli me lever, je vais essayer de pas le faire. Donc on commence. Donc l'océan, bien écoutez, regardez la planète, on la voit bien. Elle est bleue parce qu'elle est couverte à 71% de sa surface par la mer. Donc on pourrait l'appeler la planète mer, d'ailleurs, au lieu de l'appeler la planète Terre, puisqu'on est océanographe, on va se permettre beaucoup de fantaisie aujourd'hui, mais tout en restant sérieux. Et en fait, le volume de l'océan, c'est 1,4 milliard de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire quelque chose que, enfin je ne sais pas pour Laurent, mais moi, même si j'ai plongé et tout, c'est très très difficile de se représenter ce que ça représente vraiment. Donc c'est un très très gros volume qui circule d'un bout à l'autre de la planète. Et c'est en ça qu'on va voir en quoi il est important dans le cadre du contrôle du climat. Il faut que j'arrive. Tu peux pas les grossir un tout petit peu parce que c'est. Non, c'est pas possible. Bon, je vais essayer de me rapprocher alors. Excusez-moi pour la vidéo. Donc en fait, oui, il couvre les 2 tiers de la surface du globe et au-delà du fait qu'il a un rôle important sur le climat, on sait que plus de 60% de la population humaine vit à moins de 100 km des côtes. On sait aussi qu'il est responsable, et évidemment c'est une ressource avec la pêche, il est très important pour le tourisme et puis pour le transport, donc il a un rôle économique extrêmement important. La pêche par exemple, quelques chiffres, 80 millions de tonnes par an de pêche, 20% des protéines animales par rapport qui nourrissent la population mondiale et cela représente un chiffre d'affaires annuel de 200 milliards de dollars. Le tourisme, d'une part les récifs coralliens qui intéressent beaucoup de monde et plus de 100 pays bénéficient de services qui sont liés à ces récifs. Typiquement, la Grande Barrière de Corail, il y a plus d'1,9 million de visiteurs par an, ça crée 50 000 emplois, donc c'est quand même absolument énorme comme rapport. Alors maintenant, le rôle de l'océan dans le climat. Ce que vous avez sur cette image, c'est une image extrêmement simplifiée du chauffage de la Terre et en dessous de la circulation océanique. On va d'abord regarder le système de chauffage de la Terre, sa petite image en haut à gauche avec la planète Terre qui reçoit les rayons du soleil. Aux latitudes de l'équateur et des tropiques, les rayons du soleil arrivent verticalement et toute l'année, c'est une zone où ça chauffe beaucoup. Lorsque l'on monte vers les latitudes polaires, on va avoir un rayonnement qui arrive de façon plus oblique. La Terre étant inclinée, il y a des périodes de l'année, comme en ce moment, par exemple, où le soleil n'arrive pas du tout. Et donc, ce sont des zones beaucoup plus froides. Et en fait, s'il n'y avait pas de circulation océanique, il n'y aurait pas vraiment beaucoup de transport de cette chaleur d'un bout à l'autre du globe. Et on va voir ensemble que c'est le couple, l'association entre l'océan et l'atmosphère qui fait que, cette atmosphère qui est chauffée par le soleil à l'équateur, qui fait que il y a une régulation et un transport d'énergie depuis les zones équatoriales jusqu'aux zones polaires. Et c'est très très bien illustré par le Gulf Stream qui est représenté ici, qui est le courant marin le plus connu des Européens. C'est pour ça que je le prends à chaque fois. Et en fait, qui se forme dans le Golfe du Mexique. C'est ce qui explique son nom. Et il est chauffé dans le Golfe du Mexique. Et pour des raisons inhérentes à la rotation de la Terre, il va monter vers le nord en oblique parce qu'il va se détacher des côtes américaines et amener des eaux chaudes vers les côtes de Norvège. Et alors, si on continue à suivre le parcours du Gulf Stream, c'est sur la diapositive suivante, donc sur celle-ci. Donc vous avez en haut à gauche, oui, à gauche ça marche, oui, à gauche. Vous avez en haut à gauche la petite flèche rouge qui montre le Gulf Stream qui va se perdre dans les eaux de la mer de Norvège et qui explique entre autres qu'il n'y a pas d'englacement, il n'y a pas d'iceberg côté Norvège alors qu'il y en a énormément côté Groenland. Qu'est-ce qui se passe quand les eaux elles arrivent au nord? Eh bien, vous êtes dans une situation où il fait de plus en plus froid. L'océan va rendre sa chaleur à l'atmosphère et en rendant sa chaleur à l'atmosphère va se refroidir. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Les eaux deviennent plus denses. Vous savez, quand vous mettez en route un radiateur dans une pièce, l'air chaud monte et l'air froid reste en bas. Mais c'est pareil
pour l'eau. L'eau chaude est moins dense et donc elle va être au-dessus de l'eau froide. Et donc vous allez avoir cette eau qui va plonger parce qu'elle va se trouver avec la même densité que l'eau qui est en dessous. Et donc du coup elle va se mélanger et puis elle repart vers le sud et on va suivre ensuite donc le départ en profondeur et elle part tout autour du monde et elle va suivre la flèche que vous montre Laurent là, enfin qui suit avec le curseur, où cette eau va irriguer l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, en faisant la même trajectoire que les bateaux qui font la course autour du monde. Sauf qu'elle circule entre 2 et 5 km de profondeur, 4 km de profondeur. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle véhicule cette eau, de la chaleur, du sel d'un bout à l'autre du globe. Alors, évidemment, il faut qu'elle revienne, parce que même si c'est immense, c'est quand même une bassine fermée, l'océan. Et donc vous avez à un moment donné un retour de cette eau qui revient en surface et qui va revenir vers l'océan Atlantique, le Gulf Stream, replonger dans les eaux froides, etc. Et à votre avis, elle met combien de temps à faire le tour? Quiz. Allez, jetez-vous à l'eau, c'est le cas de le dire. 3 ans. Wouhou! On pourrait faire du ski nautique là. Il va falloir grossir un peu le trait. Elle met 1000 ans, à peu près. C'est curieux que ça vous paraisse beaucoup parce que moi j'ai entendu 1 million d'années. Ça dépend des gens. Sur Rennes, vous voyez la vie rapidement, apparemment. En tout cas, donc voilà. Ça, alors, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est cet échange entre l'atmosphère et l'océan d'un bout à l'autre du globe. Cette circulation, elle s'est mise en place il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans, c'est la sortie définitive de ce que l'on appelait le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire une période très froide. Et depuis, on a à peu près le même climat stable parce qu'on a à peu près la même circulation. Il y a eu des petits changements au cours du temps, mais globalement, quand même, on est dans une situation où c'était stable et c'est cette situation que nous sommes en train de déséquilibrer parce que ça se réchauffe. Hein, ça se réchauffe. Et même plus, ça se réchauffe. Ça se réchauffe pourquoi? Bien parce que nous, l'activité humaine, par le fait que l'on chauffe, utilise l'énergie pour s'éclairer, fait tourner les industries, se transporte, habite, mange aussi, puisque l'agriculture est aussi émettrice de gaz à effet de serre, du moins un certain type d'agriculture, eh bien, nous envoyons des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que le principal gaz à effet de serre? Le gaz carbonique, oui, 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 en quantité. Oui, alors c'est mon quiz préféré d'abord du train du climat. C'était quel était le principal gaz à effet de serre? Le premier, celui auquel on pense jamais, c'est la vapeur d'eau. C'est-à-dire que sans les nuages, sans l'effet de serre qui est naturel, la Terre ne serait pas habitable parce qu'il ferait une température de moins 18 degrés en moyenne sur Terre. La raison pour laquelle la température moyenne de la Terre est de 15 degrés, c'est parce qu'il y a des nuages, il y a de l'eau, il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Voilà. Donc elle nous protège. C'est un cocon dans lequel la vie se développe. Le problème, c'est que le gaz carbonique est aussi un gaz à effet de serre, et le méthane aussi, et par les activités industrielles, économiques, par notre activité humaine, on rejette des gaz à effet de serre, et du coup, comme on en rejette plus, on déséquilibre un état d'équilibre, et on est en train de réchauffer l'atmosphère. Donc on est en train aussi de réchauffer la surface de l'océan. C'est ce qui est montré sur cette image ici, où vous avez... Donc, vous voyez la tendance de l'évolution de la température de la surface de la mer de 1850 à 2000. Et on voit bien avec la flèche rouge, et puis on voit bien avec les courbes de mesure, ce sont des données, vous voyez bien que la température de la surface de la mer, eh bien, elle s'est réchauffée de 0,6 à 0,8 degrés depuis le début du siècle dernier. D'accord? Et en fait, ce réchauffement des eaux, il a plusieurs impacts. Et en particulier, la montée du niveau de la mer. Alors, on va parler ensemble de deux... Moi, j'appelle ça l'océan de l'Anthropocène. Alors, on pourra faire une petite parenthèse sur l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est un grand débat. C'est un terme qui a été lancé par un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, et ses collègues. Ils ont dit, l'homme, il agit tellement aujourd'hui sur la planète Terre qu'il est en train de créer un nouvel âge géologique.
Sauf que les géologues, ils ont répondu, attendez, non, mais c'est à nous de décider, c'est un nouvel âge géologique. Et du coup, ils ont mis en place une commission qui s'appelle, bon, peu importe, une commission de spécialistes qui doit réfléchir à est-ce qu'on en est vraiment rentré dans un nouvel âge géologique ou pas, et est-ce qu'on a un marqueur de cette entrée dans un nouvel âge géologique. Et donc, ce sont les géologues, et en particulier la commission de stratigraphie, qui déterminera si oui ou non, à la fin de l'année prochaine, on est rentré dans l'Anthropocène. Toujours est-il que le terme a tellement plu que tous les médias l'ont relayé. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que l'homme agit tellement sur le système naturel qu'il est en train de créer des nouvelles situations environnementales qui généreraient un nouvel âge géologique. Donc, on a vu la surface de l'océan qui s'est réchauffée, le niveau de la mer aussi qui a monté. Parce que lorsque vous réchauffez la surface de la mer, un gros paramètre qui va faire monter, un paramètre important, le niveau de la mer, c'est la température, parce que lorsque vous chauffez un corps, il se dilate, tout simplement. Donc vous avez à la fois une augmentation qui a été de 19 cm au cours du siècle dernier, c'est-à-dire 1,7 mm par an. À l'époque, oui, j'ai les millimètres par an au XXe siècle, et ça s'est terriblement accéléré depuis 1993. On est monté à 3,1 mm par an, et aujourd'hui on est à 3,3 mm par an. C'est quelque chose qui est mesuré dans mon laboratoire, donc je suis vraiment très au fait de cette observation. On le mesure avec des marégraphes et on le mesure avec des satellites, ce niveau de la mer. Puis avec les satellites, aujourd'hui, on est capable de mesurer la hauteur de la mer au centimètre près. Donc l'intégration de la variation de l'augmentation du niveau de la mer, elle est connue de façon très précise. Et en fait, là, aujourd'hui, 15% à peu près est dû à la dilatation et 85% est lié à la fonte des glaces continentales. Alors qu'est-ce que c'est que 85% de cette montée du niveau de la mer? Qu'est-ce que c'est que la fonte des glaces continentales? La glace continentale, c'est la glace qui se trouve en montagne, c'est-à-dire les chaînes de l'Himalaya, les glaciers des Alpes, les glaciers andins, donc tous les glaciers, y compris tropicaux. Et dont, vous le savez, et si vous allez à la montagne de temps en temps, vous le voyez, la mer de glace recule, les glaciers pyrénéens ont quasiment totalement disparu, les glaciers andins reculent, dans l'Himalaya, il y a des situations un petit peu contrastées, mais globalement, en moyenne aussi, ça recule. Donc cette glace qui est piégée, cette eau qui est piégée sous forme de glace dans la Terre, quand elle part, elle va contribuer à augmenter le niveau de la mer. Mais il y a deux autres grandes zones de glace continentale, c'est le Groenland et l'Antarctique. Alors le Groenland fond, et ils font très très vite, ça aussi on en parle beaucoup à la radio, à la télévision, dans les médias. Ils font vite et aujourd'hui ils perdent de sa masse et ils perdent de son altitude, donc on le mesure aussi avec des satellites, cette perte de masse et cette perte d'altitude. Si l'entièreté de l'océan du Groenland fondait, la montée de l'océan monterait de 6 mètres. Pour l'instant on n'en est pas là, mais bon. Et l'autre dernière calotte glaciaire importante, c'est l'Antarctique, avec des zones qui fondent et des zones qui se rechargent. Mais la moyenne aussi, c'est qu'il y a plus de fonte que de recharge. Et la zone qui fond le plus, c'est celle qui se trouve en face du Cap Horn, voilà, au sud, plein sud du Cap Horn. Donc là, c'est vraiment un mécanisme qui est extrêmement important. Parce que, d'une part, c'est dû au réchauffement du continent qui est enclenché, et c'est dû au réchauffement de la mer qui est enclenché aussi, je vous l'ai montré, avec l'augmentation de la surface de la mer. On sait prévoir de combien sera la montée de l'eau, donc on peut passer à la diapositive suivante, la montée du niveau marin. Alors déjà, bon, depuis le début de 1900 à peu près, 1850, depuis le début de l'ère industrielle. Je vous ai dit, c'était 19 cm au siècle dernier jusqu'en 2010, et on est à 20-21 cm aujourd'hui. Et ça, c'est acté, c'est mesuré. Pour la prévision, même si on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre aujourd'hui, on sait qu'on aurait une augmentation de 40 cm à peu près en moyenne à la fin du siècle. Donc une variation avec une augmentation du niveau de la mer qui atteindrait 40 cm. Si on continue à brûler autant d'énergie fossile et à émettre autant de gaz à effet de serre que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire si on est entré dans un scénario de laisser-faire, on va arriver plutôt à une augmentation de l'ordre du mètre à la fin du siècle. Donc ce sont des données extrêmement importantes parce qu'il y a d'une part cette montée que vous pouvez observer, vous pouvez dire 20 cm, c'est pas grand-chose, sauf que 20 cm,
on a en mémoire tous des grosses tempêtes récentes, la Faute-sur-Mer, Grave, etc., dans lesquelles on a eu des variations du niveau de la mer instantanées, temporaires, qui étaient liées au fait qu'on était en période de dépression. Quand il y a moins de pression dans l'atmosphère, la mer, elle monte temporairement. Si en plus c'est une grande marée, et si en plus il y a tempête, grande marée, vague, eh bien ça crée un phénomène dit de surcôte, c'est-à-dire que ça attaque la côte et ça envahit les maisons, si elles ont été construites dans des zones inondables, ce qui a été malheureusement le cas à la Faute. Et alors en fait, ce que l'on fait, ce que font nos collègues du BRGM, c'est d'utiliser ces données qui ont été mesurées pendant ces tempêtes pour faire des simulations. Ici, vous avez une montée du niveau de la mer en Méditerranée, une tempête qui est simulée. Donc, à partir de la tempête de novembre 82, une variation du niveau marin de 35 cm, vous avez 2 régions dans lesquelles ils font des simulations de comment la mer va arriver. Et en fait, plus d'un mètre de plus de niveau marin, la mer est à Montpellier en cas de tempête. Donc, pour vous donner une idée. Voilà. D'autres, alors, sur la montée du niveau de la mer, il y a des inégalités criantes. Typiquement, en France, la Bretagne Nord est moins impactée que la Bretagne Sud. Alors pourquoi? Parce que pendant la dernière glaciation, il y avait de la glace sur l'Angleterre, ça a appuyé sur le terrain, et la Bretagne Nord, elle est encore dans cette zone d'élasticité où bien, la glace est partie, mais comme c'est très lent, elle remonte un petit peu, et donc elle prend 1 mm par an de montée du niveau de la mer, alors que la Bretagne Sud, elle est à 3,2 mm par an à peu près. Donc il y a un basculement qui se produit. Ça, c'est de la géologie, mais ça fait partie du calcul. Et ici, vous avez l'exemple inverse. Vous avez l'exemple des points noirs. Ce sont toutes des villes qui sont situées au pied des grandes chaînes de montagnes asiatiques, et en particulier de l'Himalaya, qui s'érodent énormément, qui amènent énormément de sédiments dans les estuaires, et du coup, ça appuie sur le fond. Et comme ça appuie sur le fond, eh bien, ça augmente plus vite la montée du niveau de la mer. C'est relatif, la montée du niveau de la mer. Et donc, vous voyez qu'il y a des montées de niveau de la mer qui sont de 6 mm à 7 mm par an. Bangkok, même on est en train de le mesurer. C'est toujours dans mon laboratoire qu'on fait ce travail-là. On est en train de le mesurer pour le Bangladesh le plus précisément possible, parce que là, ce sont des millions et des millions de personnes qui vont voir leur maison noyée dans l'eau. On va parler d'une dernière chose en termes de réchauffement. Donc, c'est la surface des océans, toujours, elle s'est réchauffée de 0,6 degrés à 0,8 degrés. Le niveau des mers s'est élevé et la banquise arctique a fondu. Et là, il est extrêmement important de faire un arrêt sur image entre les glaces continentales que je vous ai décrites et la banquise. Qu'est-ce que c'est que la banquise? Qu'est-ce que c'est? C'est de la glace, oui, mais c'est de la glace de mer. C'est la mer qui gèle. Si elle fond, est-ce que le niveau de la mer, il monte? Ah, c'est rigolo, à chaque fois ça marche, il y a 50% de oui, 50% de non. Eh bien non, non. C'est le coût du glaçon dans le verre d'eau. Ouais. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques qui se sont emparés de cet argument pour dire les climatologues ils racontent n'importe quoi. Non, si la banquise fond, c'est d'autres choses qui sont impactées, mais ça ne va pas jouer sur le niveau de la mer. Par contre, le retrait de la banquise impacte sur les sociétés qui vivent, impacte sur la circulation, impacte sur beaucoup de choses. Et c'est les écosystèmes et les ressources sur place. Donc, elle a perdu la moitié de sa surface en été aujourd'hui. Et si on continue au rythme auquel nous brûlons des gaz à effet de serre, tel que nous le faisons aujourd'hui, la banquise aura totalement disparu en 2100 en été. Elle se sera effacée. Pour finir, on a donc aussi un phénomène d'acidification. Alors ça, c'est pas dû au réchauffement, mais c'est dû au gaz carbonique. Et c'est même dû qu'au gaz carbonique. Le méthane, finalement, l'acidification, ça joue pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez du gaz carbonique dans une bouteille, par exemple dans une bouteille d'eau gazeuse, dont je ne citerai pas la marque, eh bien, elle sera plus acide que la bouteille à côté d'eau minérale qui n'a pas reçu de gaz carbonique. Donc, quand vous mettez du gaz carbonique dans de l'eau, ça libère des protons H+, peu importe, ceux qui connaissent la chimie, ils comprendront, eh bien, ça fait baisser le pH, c'est-à-dire ça rend l'eau un petit peu plus acide. Et c'est vrai en mer, et vous avez ici, sur les 2 courbes que va vous montrer Laurent, là, la pression partielle, donc la concentration de gaz carbonique qui augmente sur les courbes bleues, et l'acidité dont on monte. Alors, c'est la valeur de mesure de l'acidité qui descend, ça veut dire que l'acidité a légèrement augmenté en surface, et ça c'est à 3 stations, une dans le Pacifique, une dans l'Atlantique, 2 dans l'Atlantique et 2 dans l'Atlantique. Donc en fait, vous voyez qu'on mesure aujourd'hui cette acidification. Alors pourquoi elle est embêtante, l'acidification? Si vous voulez, dans votre cuisine, détartrer une canalisation ou une cafetière, vous prenez quoi?
Du vinaigre blanc. Eh bien, le vinaigre, il attaque le calcaire. La majorité une grande partie des organismes qui vivent à la surface de la mer ont une petite coquille en calcaire. Le corail a une coquille en calcaire, a un squelette en calcaire. Si vous acidifiez la surface de la mer, vous mettez en danger ces espèces vivantes qui ont une coquille en calcaire. Et donc l'acidification est actée que vont devenir ces espèces-là. En attendant, les espèces, elles migrent. Elles migrent, donc en fait, on voit là aussi la nature, hein, on le voit aussi sur Terre, ça. Il y a des migrations qui sont observées. On a des collègues qui, grâce aux bateaux marchands en particulier, font des mesures en très grand nombre de populations d'organismes qui vivent à la surface de la mer et qui servent de nourriture de base aux poissons et donc à nous, hein, aux poissons, aux crevettes, aux mammifères marins et à nous. Et donc vous avez ici la petite tache rouge de 1958 à 1981. C'est la distribution de cette espèce de plancton. Et vous voyez que de 92, 99, 2000, 2002, il est arrivé maintenant au nord de l'Angleterre, ce plancton. Et donc il a migré parce que les eaux se réchauffent et donc il peut s'adapter. Donc avec lui, qu'est-ce qui migre? Les poissons. Et on trouve des balistes maintenant dans le golfe de Gascogne, alors que l'on n'en trouvait pas il y a encore quelques années. Et maintenant, c'est plus du tout exceptionnel de pêcher ce genre de poissons. Ce sont des rapports qui ont été établis par l'Ifremer. Alors ça, c'est quand les espèces peuvent migrer, c'est embêtant, mais c'est moins grave que quand elles ne peuvent pas migrer. Malheureusement, dans tous les écosystèmes, il y a des espèces qui restent attachées au sol ou amarrées au fond de la mer. Oui, voilà, donc je vais terminer sur ça, hein, c'est ça. Donc vous avez aussi entendu parler, j'imagine, en raison du réchauffement des eaux de surface, du blanchiment des coraux. Vous savez ou pas que les coraux, c'est l'association entre un organisme animal qui construit le squelette calcaire et une petite algue. Et l'algue, elle récupère l'énergie lumineuse et elle amène des nutriments à l'organisme. Et au moment, s'il y a trop de réchauffement, au moment de c'est ce qui est montré ici avec le petit encadré, au moment de la reproduction du corail et au moment de son développement, bien, il perd son algue et à partir de là, il blanchit. Et donc voilà, il ne peut pas supporter des variations de température trop importantes. Donc les coraux sont menacés pour trois raisons aujourd'hui. À la fois pour la montée du niveau de la mer, je vais vous dire pourquoi, le blanchiment à cause de la température et bien sûr l'acidification. Pourquoi la montée du niveau de la mer? C'est l'algue en question, elle reçoit les rayonnements lumineux à la surface. Si vous montez d'1 mètre, l'algue elle aura beaucoup plus de mal à recevoir les rayonnements lumineux et le corail, il n'est pas comme les poissons, il ne peut pas se déplacer. Il n'est pas comme le plancton, il ne peut pas se déplacer. Voilà, donc les coraux sont extrêmement menacés aujourd'hui. On l'a dit au début de l'exposé, c'est dans la zone intertropicale, c'est une ressource alimentaire extrêmement importante, parce que c'est des zones de pêche, mais c'est aussi une ressource touristique, une ressource financière pour ces régions-là qui sont aussi les plus impactées par le réchauffement. À toi. Merci Catherine. Alors voilà, Catherine vous a dressé un tableau finalement assez sombre de ce qui est en train de se passer dans l'océan, mais c'est un tableau qui regroupe plein d'éléments un peu différents, physiques, chimiques, biologiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un tableau que les scientifiques ont bien compris. Ils ont compris les liens entre les phénomènes physiques liés au changement climatique, ce qui se passe côté chimie et acidification de l'océan, et puis ce qu'on observe côté biologie. Et parce qu'on a compris ces observations, on est capable de faire des projections dans le futur. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Je vais essayer d'illustrer des évolutions potentielles de l'océan au cours des prochaines décennies. Et donc j'ai appelé la deuxième partie de l'exposé, demain, un océan contrasté. Alors pourquoi contrasté? Finalement, le message le plus important que j'aimerais que vous gardiez, c'est le fait que finalement on a encore le choix et qu'en fonction de nos actions, de décisions, l'océan de demain ressemblera à aujourd'hui ou alors sera potentiellement très très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc ça, c'est plus un message d'espoir dans un tableau qui est quand même assez sombre. Voilà. Très bien. Alors d'abord, pourquoi quand on s'intéresse au climat, on s'intéresse à l'océan? Alors Catherine l'a déjà dit, mais je vais peut-être revenir là-dessus de façon un peu plus précise pour deux raisons principales. L'océan absorbe de la chaleur, donc il échange de la chaleur avec l'atmosphère, c'est ce qu'elle a expliqué, et il redistribue cette chaleur en fonction des latitudes grâce aux courants marins.
Mais aujourd'hui, en fait, c'est l'océan qui absorbe la plus grande partie de la chaleur additionnelle dans le système. À cause de l'augmentation de l'effet de serre, il y a plus d'énergie du soleil qui est piégée dans le système Terre, c'est pour ça que ça se réchauffe. Mais en fait, la majorité de cette chaleur, elle reste dans l'océan. Donc si on a envie de comprendre comment l'atmosphère se réchauffe, on a besoin de comprendre comment l'océan se réchauffe. C'est ce qu'on a sur le transparent d'après. Les scientifiques ont réussi à démontrer, alors en mesurant la température, pas seulement en surface de l'océan, mais en 3 dimensions dans l'ensemble de l'océan, et l'évolution de cette température, ils ont réussi à montrer que plus de 90% de l'énergie qui est accumulée dans le système termine dans l'océan. Et il y a seulement 1% de cette énergie additionnelle qui réchauffe l'atmosphère. Donc si on veut comprendre à quelle vitesse le climat va se réchauffer, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans l'océan. Où est-ce que l'énergie accumulée va dans l'océan? La deuxième raison importante pour laquelle on s'intéresse à l'océan quand on s'intéresse au climat du futur, c'est le fait que l'océan absorbe du carbone. Ça, Catherine l'a déjà dit, il s'acidifie parce qu'il absorbe du carbone. Alors il absorbe du carbone, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le CO2 augmente moins vite dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le gaz carbonique augmente moins vite dans l'atmosphère parce que l'océan absorbe du carbone. Il en absorbe à peu près un quart. Donc un quart du CO2 que vous émettez termine dans l'océan. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce CO2 acidifie l'océan avec des impacts sur les écosystèmes. Et donc vous avez quelques chiffres ici. Le fait que l'océan a absorbé 155 milliards de tonnes de carbone depuis 1750. C'est des quantités astronomiques de carbone sous forme de CO2, et donc ça correspond à 30% des émissions liées à la combustion du pétrole, du gaz, du charbon et à la déforestation depuis 1750. Donc c'est un acteur essentiel dans l'évolution du cycle du carbone. Voilà. Alors après avoir rappelé ces deux faits principaux, je vais maintenant essayer de vous expliquer comment on fait ces projections. Comment est-ce qu'on est capable de dire, comme par exemple l'a précisé Catherine sur la montée du niveau des mers, que dans un cas ça va monter de 30 cm, que dans l'autre cas ça pourrait monter d'1 mètre. Quels sont les outils qui nous permettent de vous donner ces chiffres? Et finalement, c'est des chiffres qui sont utilisés par les hommes politiques pour discuter, comme ça a été le cas à la COP21 en décembre dernier à Paris. Alors pour faire ces projections, on a besoin de deux éléments essentiels. D'abord, sur la gauche, on a besoin de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a besoin de scénarios pour contraster des futurs possibles. Et donc là, vous avez les 4 grands scénarios qu'ont utilisés les climatologues. Et donc ces 4 scénarios, vous le voyez, ils sont très contrastés. C'est les scénarios d'émissions de dioxyde de carbone, donc d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone liées à la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Et donc au début, en 2000, c'est la tendance actuelle, les émissions augmentent. Et ensuite, les scénarios divergent, ici à partir de 2005, avec le scénario du laisser-faire dont a parlé Catherine, où les émissions continuent à augmenter, elles doublent même par rapport aux émissions actuelles. Donc aujourd'hui, on émet 10 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2 par an. Et donc ça, c'est le scénario du laisser-faire, c'est le scénario brun. Et puis vous avez un scénario très ambitieux, qui est un scénario d'atténuation élevée, où les émissions, dès 2020, diminuent fortement pour atteindre 0 d'ici la fin du siècle. Ça veut dire plus d'émissions de CO2 du tout d'ici la fin du siècle. Et on reviendra là-dessus à la fin de l'exposé. C'est finalement le seul scénario qui nous permet de limiter le réchauffement global à plus de degrés. Vous savez que c'est l'objectif de la COP, on en a entendu parler de ces objectifs de degrés. Vous avez vu des panneaux dans Paris, par exemple, ou en région parisienne. C'est ce scénario qui nous permet de rester sous les 2 degrés, donc c'est un scénario très ambitieux en termes d'évolution des émissions. Donc voilà le premier élément, et finalement, en partant de ces scénarios d'émissions, on va calculer les conséquences sur le système climatique et sur l'océan avec des modèles climatiques. Et donc je vais vous montrer un petit film très court qui fait 1 minute et qui illustre, voilà, je crois que ça démarre là, voilà, qui illustre ce que c'est qu'un modèle climatique avec les mains, hein, sans rentrer dans le détail des équations évidemment. Le point d'importance ici, c'est que dans un modèle climatique, on va essayer de représenter de façon numérique, avec des équations, le fonctionnement du système climatique à partir de ce qu'on a compris. Donc la première étape, c'est d'abord, on représente à la fois l'atmosphère et l'océan. On vous a expliqué pourquoi il fallait représenter ces différentes composantes. Et on va, comme pour la météorologie, les modèles météorologiques, on va séparer l'atmosphère en plein de petites boîtes. Et on va faire des calculs dans chacune de ces petites boîtes, sur la verticale et sur l'horizontale. Et on fait ça dans l'atmosphère et on fait ça également dans l'océan. Et ensuite, dans chacune de ces petites boîtes, on va représenter les mécanismes physiques, radiatifs de base. Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il n'y a pas de nuages? Quelle est la quantité de radiation émise par le Soleil? Est-ce que ces radiations sont absorbées ou au contraire traversent l'atmosphère? On représente les échanges avec les surfaces continentales. Est-ce que le rayonnement du Soleil va rencontrer une forêt?
ou va rencontrer un désert, la quantité de rayonnement solaire qui repart vers l'espace va être très différent. Si c'est une surface enneigée, par exemple, ou si c'est une forêt qui va absorber fortement le rayonnement. On va représenter dans ces modèles les émissions de gaz à effet de serre et essayer de calculer l'évolution du CO2. On va représenter les échanges avec l'océan. Et donc, de la même façon qu'on le fait pour l'atmosphère, on va représenter dans l'océan les grands courants océaniques qui redistribuent la chaleur depuis, vous le voyez ici, le fond jusqu'en surface, avec des tourbillons dans l'océan, par exemple. Et donc, on va représenter le phytoplancton dont a parlé Catherine dans ces modèles. Donc, en fait, ces modèles, numériquement, ils représentent notre connaissance du système Terre. Alors, pourquoi c'est notre seule solution, ces modèles numériques? C'est parce que finalement, contrairement à d'autres domaines de la physique, on n'a qu'une seule expérience, c'est l'expérience qu'on est en train de vivre avec notre planète Terre. On n'en a pas d'autres pour faire des tests grandeur nature. Et donc, on est obligé d'utiliser d'autres voies pour tester ces scénarios. Et ces autres voies, c'est des modèles numériques. Alors, je pourrais revenir, si vous avez des questions, sur ce que c'est, de façon peut-être plus précise, ces modèles numériques. Mais peut-être que le point important, qui est souvent mal compris, c'est que les projections climatiques, ce ne sont pas des extrapolations de ce qu'on observe. On n'utilise pas ce qu'on a observé au cours des 20 ou des 30 dernières années en extrapolant dans le futur. Ce n'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit un modèle avec ce qu'on a compris du système, avec les équations de la physique, de la chimie, de la biologie. Donc ce qu'on a compris du système, on utilise ces équations qui représentent la physique pour projeter l'évolution du système en réponse à un changement des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est deux choses très différentes. C'est des modèles qu'on dit mécanistes. Alors je vous montre quelques résultats de ces modèles climatiques. Voilà des réponses classiques des modèles climatiques à cette augmentation des émissions. Alors vous avez sur le côté gauche ici ce que montre Catherine, c'est l'évolution des températures passées avec ce réchauffement de à peu près 1 degré depuis 1850. Alors ici on est depuis 1950. Et à partir de la barre noire, sur la droite, vous avez les résultats de ces projections climatiques sur le 21e siècle. On va jusqu'en 2100. Et vous avez deux plages de couleurs. La plage rouge pour le scénario du laisser-faire, celui où les émissions augmentent fortement, et la plage bleue pour le scénario où on a une atténuation élevée, donc une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez qu'au bout de 20 ou 30 ans, ces scénarios divergent en termes de réponse de la température. Ce qu'on regarde ici, c'est le changement, l'anomalie de température en moyenne globale à la surface du globe. Et donc dans le scénario rouge, la Terre se réchauffe de près de 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Dans le scénario bleu, la Terre se réchauffe d'1 degré par rapport à aujourd'hui. Et donc c'est dans le scénario bleu qu'on peut maintenir le réchauffement à plus 2 par rapport à il y a 100 ans. D'accord ? Donc ça, c'est la température de surface en moyenne globale. Et puis sur le bas, vous avez l'acidité de l'océan qui augmente quand on va vers le bas. Et là encore, de très fortes différences entre les scénarios. Dans le scénario bleu, on stabilise l'acidification quasi au niveau actuel. Et dans le scénario rouge, elle continue cette acidification à s'amplifier au cours des prochaines décennies. Donc des différences très contrastées entre les scénarios. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a encore la situation entre les mains, que le système n'est pas en train de partir à cause d'amplification non maîtrisée. Alors, ça, c'est des moyennes globales. Ces plus 4 degrés ou cette acidification très différente cache des contrastes spatiaux très importants. Vous avez ici, sur le haut des petits films que vous voyez ici, sur le haut, c'est la température. Et donc on regarde encore une fois des réchauffements en surface de l'océan. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'océan. Et sur la gauche, c'est le scénario du laisser-faire, émissions importantes. Sur la droite, c'est le scénario où les émissions sont fortement atténuées. Et vous voyez qu'à la fin du siècle, on a une situation complètement contrastée entre ces deux cartes ici. On va même passer sur le transparent d'après où j'ai la situation en fin de siècle. Voilà l'océan Atlantique en 2097, d'après ces modèles climatiques. Ça se réchauffe de souvent plus de 4 degrés, 4,5, 5 degrés. Il y a des zones dans le Gulf Stream où ça se réchauffe beaucoup plus, des zones qui peuvent se refroidir même. Il y a des contrastes spatiaux importants. Et puis dans le cas du scénario où on réduit les émissions de façon importante, là vous voyez que ça se réchauffe beaucoup moins, ça se réchauffe quand même dans certaines zones, donc il faudra s'adapter à ce réchauffement même si on est capable de réduire les émissions. Sur le bas de cette carte-là, vous avez l'acidité de l'océan, et là vous voyez des situations très contrastées. Un océan de surface beaucoup plus acidifié dans le cas du scénario où les émissions sont importantes, et puis une acidité sous contrôle dans le cas du scénario où les émissions sont réduites. Donc là, on a regardé température de surface, acidité de surface. On peut faire beaucoup d'autres choses avec les modèles climatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais revenir sur quelques points.
Il y a beaucoup de choses sur ce transparent ici. En haut à gauche, vous avez la couverture de banquise. Catherine en a déjà parlé. Et vous avez 2 terres. La terre à la fin du siècle, dans le cas du scénario bleu, on a une banquise d'été, on préserve une banquise d'été, et puis la terre de fin du siècle, du XXIe siècle, dans le cas du scénario rouge, où la banquise d'été disparaît. Donc encore une fois, des choses très contrastées entre les différents scénarios. Sur la droite en haut, toujours bleu et rouge, c'est l'élévation du niveau des mers, dont a aussi parlé Catherine. Dans le cas du scénario bleu, malgré des efforts importants, le niveau des mers continue à monter parce qu'on a une très forte inertie pour la réponse du niveau des mers. Dans le cas du scénario rouge, le niveau des mers augmente de façon beaucoup plus importante, potentiellement dépassant 1 mètre à la fin du siècle, avec des impacts sur les côtes et sur beaucoup d'autres aspects. Je ne vais pas parler du potentiel de pêche tout de suite, peut-être sur les coraux, un petit mot, en passant sur le transparent d'après. Catherine l'a déjà dit, les coraux sont impactés à la fois par l'augmentation des températures, avec ce blanchiment qu'on voit très bien ici sur cette image. Alors ici, ça c'est un blanchiment qui n'est pas spécifiquement lié au réchauffement anthropique. De façon naturelle, avec les événements El Niño dont vous avez peut-être entendu parler de temps en temps, certaines années, l'océan se réchauffe de façon importante. Et en ce moment d'ailleurs, on a un très fort événement El Niño. Et de façon naturelle, finalement, dans certaines zones, on a des phénomènes de blanchiment. On s'attend à une recrudescence finalement de ces phénomènes de blanchiment à cause du changement climatique anthropique. Et puis en bas, c'est l'effet du pH, de l'acidification, qui perturbe aussi fortement les récifs coralliens. Et donc la carte que je vous montre ici maintenant, c'est finalement un indice d'habitat pour les coraux, avec en bleu un habitat favorable au développement des coraux tropicaux, donc favorable dans les océans tropicaux où la température est chaude et où l'acidité permet ce développement des coraux. Et vous voyez qu'avec le réchauffement, avec l'acidification de l'océan, en 2100 ici en bas, on dégrade fortement l'habitat des coraux. Un dernier mot, peut-être, je quitte le changement climatique pour parler d'autres menaces qui pèsent sur l'océan. Pour l'instant, on a parlé exclusivement du climat. Voilà. Et de l'acidification qui est liée au CO2. Donc finalement, c'est la même cause, 2 conséquences, changement climatique et acidification. Ici, je parle d'une autre menace sur les écosystèmes marins, la surpêche. Alors, c'est des chiffres que Catherine a donnés, 80 millions de tonnes pêchées par an, 20% des protéines animales. Je vous montre ici une courbe intéressante. C'est l'évolution justement des prises de pêche. Depuis les années 50, on était à peu près 20 millions de tonnes par an, jusqu'en 2010, ici, où on atteint les 80 millions de tonnes dont on parlait à l'instant. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les prises de pêche ont fortement augmenté jusque dans les années 90. Et depuis les années 90, ces prises de pêche stagnent. Et elles stagnent non parce qu'on a décidé de pêcher de façon plus raisonnable ou plus durable. L'effort de pêche continue à augmenter. Donc il y a quand même de plus en plus de bateaux, des technologies de plus en plus développées. On va pêcher de plus en plus au sud, dans l'océan austral, on pêche de plus en plus profond. Et pourtant, la quantité totale de poissons pêchés reste stable. Et donc ça, c'est un signe d'une surexploitation des stocks naturels. Et donc c'est une autre menace qui pèse sur les écosystèmes marins qui est importante. Et vous le voyez ici, ça c'est un des stocks qui a été surexploité et qui s'est effondré, c'est le stock de la morue en Atlantique Nord-Ouest. Dès les années 80, finalement, les scientifiques et les pêcheurs ont mis en évidence cette décroissance importante des stocks en Atlantique Nord-Ouest. C'est une réponse très claire à la surpêche. Alors il y a des liens entre climat qui perturbe les courants, les écosystèmes et surpêche, mais très clairement ici on a un rôle important de la surpêche. Et si on s'intéresse à l'ensemble de l'océan, vous voyez ici, entre les années 50 et puis les années 2000, les différents stocks qui sont pêchés, et vous voyez en rouge et en jaune une importance croissante de ces stocks qui sont ou surexploités ou d'ailleurs qui sont déjà effondrés. Donc c'est une autre menace sur l'océan dont il va falloir tenir compte au cours des prochaines années ou décennies. Peut-être on peut passer directement, Catherine, à la dernier transparent ici, ma partie. Donc on a parlé changement climatique, acidification, qui sont liés aux émissions de gaz à effet de serre. C'est des thématiques dont il a beaucoup été question au cours des dernières semaines, en particulier grâce à la COP21, la conférence climat qui est organisée à Paris en décembre 2015, avec des résultats qu'entre scientifiques on juge plutôt positifs. Alors plutôt positifs à l'aune de ce qu'on pouvait attendre de cette COP. Si on peut en parler, mais voilà. Est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content? Voilà, imaginez qu'il n'y ait pas eu d'accord. Compte tenu des positions très divergentes,
voilà, on reviendra sur ce que c'est que la COP si vous voulez tout à l'heure. Mais donc on a un processus enclenché pour maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés. Il y a encore beaucoup à faire pour que ce processus fonctionne, pour que ça marche. Donc il y a encore beaucoup de questions, mais le processus est enclenché. Peut-être un point sur le changement climatique et l'acidification. Le CO2, il est émis par finalement beaucoup d'activités différentes. Le CO2, il a une longue durée de vie dans l'atmosphère, donc quel que soit l'endroit où vous émettez le CO2, ça va avoir la même conséquence sur le changement climatique et l'acidification. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être tous autour de la même table. Ça ne peut pas se régler dans son coin, le changement climatique. Contrairement à finalement la pêche ou la pollution, où là on peut trouver des solutions plus locales, des régulations avec des quotas de pêche pour certaines régions du globe en fonction des stocks, est-ce qu'ils sont surexploités ou pas, création de zones marines protégées, d'aires marines protégées, etc., etc. Donc on voit bien qu'en fonction du type de menace qui pèse sur l'océan, on a besoin d'une réponse concertée, globale, pour le changement climatique, ou alors de réfléchir sur des échelles plus régionales, plus locales, pour les questions plutôt liées à la pollution ou ici à la surpêche. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là.